Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça. Une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français, qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. La nuit du 14 au 15 mai 2011, alors que les Français commencent à se chercher un président, un homme capable de les sortir de cette crise économique interminable, celui qui apparaît comme ce sauveur dans les sondages, celui qui semble être capable de redresser le pays, ce candidat tout trouvé mais non encore déclaré est mis en cause dans une affaire de viol présumé. C'est le début de l'affaire DSK. Dominique Strauss-Kahn, patron du FMI. L'homme qui est avec nous aujourd'hui le connaît bien, il est son biographe, il l'a accompagné dans les moments difficiles, les moments les plus difficiles. C'est Michel Taubman. Bonjour. Monsieur Taubman, auteur de Le roman vrai de DSK en livre de poche aux éditions L'Archipel. On va revenir sur les débuts de l'affaire. Comment apprenez-vous ce qui s'est passé et quelle est votre toute première pensée ? Écoutez, j'apprends comme tout le monde. Par la télé, même pas par la télé, par un coup de téléphone du directeur de la rédaction d'une chaîne concurrente de la vôtre qui m'appelle à 5h du matin pour me demander de réagir à l'arrestation de DSK. Alors pourquoi est-ce qu'il m'appelle moi ? Parce que quelques jours plus tôt, 9 jours plus tôt, j'ai publié la première version de la biographie de DSK, le roman vrai de Dominique Strauss-Kahn. Moi, j'ai publié un livre politique, sur le parcours politique d'un homme politique. Et bien évidemment, j'ai abordé ces questions de mœurs, notamment l'affaire Tristan Banon, que j'étais le premier à aborder, parce que cette question qui était pas vraiment publique, mais qui traînait, qui était sur Internet, je devais l'aborder. J'ai abordé aussi l'affaire Piros-Kanadi, de nom de cette économiste hongroise du FMI avec qui Dominique Strauss-Kahn avait eu une aventure. Et donc, moi, j'avais posé la question de la vie privée de Dominique Strauss-Kahn. Et donc, j'étais évidemment très, très perturbé, parce que je me suis dit, est-ce que je me suis trompé ? J'ai posé la question de sa vie privée, y compris la question de la violence éventuelle avec les femmes. Et après une enquête que j'avais faite auparavant, j'avais conclu que Dominique Strauss-Kahn, si c'était un homme extrêmement séducteur, coureur de jupons, ne pouvait pas être capable de commettre des actes violents. Et là, il y a cette information, il y a ce coup de fil qui me perturbe énormément. Donc la première chose que je fais, c'est la première intervention à la télévision, c'est une intervention extrêmement défensive, c'est de dire... Moi, je suis dans mon rôle de journaliste. Nous avons pour l'instant la version de la police de New York. Nous n'avons pas la version de DSK. Et je dois dire que je me sens, au fur et à mesure que la journée passe, de plus en plus isolé. Parce que, moi, je dis présomption d'innocence. Cet homme est accusé, mais il n'est pas coupable. Attendons sa version. Et en milieu d'après-midi, lorsque la première information tombe, Dominique Strauss-Kahn plaide non coupable, je suis soulagé parce que je me dis, il y a un contrepoids. Malheureusement, ce contrepoids est très faible par rapport à l'avalanche d'informations qui tombent toute cette journée et dans les jours qui suivent et qui sont à charge contre DSK. Alors j'allais le dire, vont suivre des jours extrêmement pénibles pour la famille de Dominique Strauss-Kahn et pour DSK lui-même. Il est placé en détention provisoire. Son arrestation ultra médiatisée va entraîner sa démission du FMI. Il sera placé en résidence surveillée dans un appartement à New York. Est-ce que vous allez le rejoindre ? Oui, alors moi, j'étais pas un ami de DSK ni d'Anne Sinclair, j'étais juste un journaliste qui avait travaillé sur sa biographie, et brusquement, je me trouve projeté dans ce drame dont je deviens de fait un acteur, puisque je suis un des seuls à le défendre. Je le défends non pas parce que je suis son ami, mais je le défends parce qu'il me semble que cette affaire est abracadabrantesque. Donc vous êtes le bienvenu de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, je suis le seul journaliste à ce moment-là qui est en contact avec DSK, puisqu'il a coupé tous les contacts avec les journalistes. Vers le 25 mai, je le raconte dans la dernière version du roman vrai de DSK, je l'appelle, et là, j'ai cette conversation. C'est assez étonnant, parce que les conversations que j'avais eues avant avec lui, c'était le directeur général du FMI. Là, c'est un homme qui est cloîtré, en résidence surveillée, et il me dit, il a une voix, évidemment, quand je lui demande comment ça va, un grand soupir, bof, et puis il me dit... Je vous demande de me croire, je suis innocent, je suis innocent. Et il répétait, et c'était assez pathétique, je suis innocent, je suis innocent. Et après, je suis allé à New York, où j'ai passé un mois, où j'ai enquêté, et où là, je suis entré dans la fameuse maison de Tribeca, qui a inspiré notamment où ont été tournées des scènes du film avec Gérard Depardieu. Et je suis dans cette maison, et là, je recueille les confidences de Dominique Strauss-Kahn et d'Anne Sinclair, qui sont dans mon livre sur beaucoup de choses, notamment sur cette affaire. Et vous dites qu'il a été victime d'un piège, c'est-à-dire, expliquez-nous. Alors écoutez, d'abord, il faut que les choses soient claires. Ma version n'est pas une version iconoclaste, c'est plutôt la version officielle. La version officielle de la justice américaine, c'est que Dominique Strauss-Kahn est innocent. Il a eu un non-lieu. Bon, alors,
Ensuite, ce non-lieu repose sur des choses sérieuses, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve de la culpabilité de Dominique Strauss-Kahn et que la version qui a été donnée par Mme Nafissatou Diallo n'est pas crédible. Non seulement parce qu'elle a menti sur plusieurs faits concernant sa vie, notamment elle a raconté avec beaucoup de conviction, en pleurant, qu'elle avait été violée dans le passé en Afrique, et il a été prouvé que c'était faux. Et donc cette femme a menti à la police. Ensuite, je suis allé sur place et par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Nafissatou Diallo dit, et ça on le voit dans le film de Dominique Strauss-Kahn, qu'elle est entrée, dans le film avec Depardieu, pardon, oui. Dans ce film, on voit la femme de chambre qui entre, qui dit je viens faire le ménage, et elle croit que la chambre est vide. Je suis allé au Sofitel, vous entrez dans la chambre, c'est pas une chambre, c'est une suite, il y a un long couloir, et vous avez le temps de vous apercevoir si la chambre est vide ou ne l'est pas. Et ce jour-là, pourquoi la chambre ne peut pas être vide? Parce que quand quelqu'un est sous la douche, eh ben, qu'est-ce qu'il laisse à l'extérieur dans la chambre? Il laisse ses affaires, ses vêtements, ses Blackberry, son porte-documents, sa valise. Et il avait même, je donne ce détail, un appareil respiratoire parce qu'il souffrait d'apnée nocturne. Donc, Madame Diallo, lorsqu'elle dit qu'elle entre dans une chambre et qu'elle la croit vide, ce n'est pas possible. On ne peut pas croire que la chambre est vide quand on y entre et que Dominique Strauss-Kahn est dans la douche. Alors revenons sur ce film dont vous parlez depuis tout à l'heure. C'est le film d'Abel Ferrara, Welcome to New York. Il sort en vidéo à la demande sur Internet. Pour Gérard Depardieu, qui joue donc DSK dans le film, c'est la tragédie d'un homme piégé par ses pulsions. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors cette phrase de Gérard Depardieu est ambiguë parce que si on dit que c'est un homme piégé par ses pulsions, effectivement, Dominique Strauss-Kahn, on peut l'interpréter de deux manières. Un homme piégé par ses pulsions parce qu'il n'a pas pu se tenir de telle manière, il n'a pas pu éviter le piège, hein, il n'a pas su résister à la tentation qui lui a été faite par Mme Nafissatou Diallo. Ça, c'est sa version que je raconte dans mon livre. Et puis on peut dire aussi piégé par ses pulsions parce qu'il a violé. Et donc, pour moi, la vérité judiciaire, hein, c'est qu'il a été piégé évidemment par ses pulsions, et il a été piégé par des gens qui ont voulu le faire tomber et casser sa carrière politique. Donc tout dépend comment on interprète les mots. Alors, effectivement, vous étiez isolé au départ pour le défendre. Vous l'avez été encore plus par la suite avec l'affaire du Carlton. Est-ce que l'affaire du Carlton, justement, vous a fait douter à un moment donné? Bah écoutez, l'affaire du Carlton, moi je savais comme tous les journalistes, et là-dessus il y a quand même beaucoup d'hypocrisie quand on a dit après la chute de Dominique Strauss-Kahn, on ne savait pas, on ne savait pas. Qu'est-ce qu'on ne savait pas? On ne savait pas, évidemment, le détail des partis auxquels il participait, qu'on appelle d'ailleurs improprement le Carlton, puisqu'il n'a jamais mis les pieds au Carlton, comme il n'a jamais rencontré Dodo la Saumur. Mais de ces partis où il participait avec des amis, des jeunes femmes, etc., on ne connaissait pas le détail. Mais dès 2009, on avait parlé de photos, on avait dit que des photos allaient sortir. Donc tous les journalistes savaient que Dominique Strauss-Kahn avait une vie sexuelle, disons, assez débridée. Tout le monde savait, tous ceux qui étaient informés, qu'il pouvait participer fréquenter des clubs échangistes. Mais je considérais, comme tous les autres journalistes, y compris ceux qui ont été les plus impitoyables avec DSK, que cela relevait de la vie privée. Et je continue de considérer que cela relève de la vie privée. Simplement, je pense que quand on est candidat à la présidence de la République, quand on est directeur général du FMI, on ne doit pas se trouver dans ce genre de situation, parce qu'à l'époque d'Internet, aujourd'hui, le respect de la vie privée, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Michel Thoman, si je vous demande de terminer cette phrase, le 14 mai 2011, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Alors, le 14 mai 2011, c'est le jour où la porte entrouverte sur le monde s'est refermée sur la France. Hein, c'est quelque part, Dominique Strauss-Kahn représentait un espoir, fondé ou non, mais très fondé quand même de par sa fonction, son passé, son expérience, un espoir de réconcilier la France avec la mondialisation. Et la France, une fois de plus, s'est retrouvée enfermée sur elle-même. Alors après, Dominique Strauss-Kahn y a sa part de responsabilité, mais je répète que cet homme est innocent du crime dont on l'a accusé. Après, on peut porter le jugement qu'on veut, mais je crois qu'il ne faut pas confondre le droit et la morale. Merci Michel Thoman d'avoir été mon invité dans Le Jour où l'info continue sur LCI.